OK. Donc, l'idée ici, c'est de comprendre comment tourne un modèle. Après l'avoir décrit la semaine dernière, et dire comment il tourne, comment l'économie fonctionne selon ce modèle, c'est essentiellement dire qu'est-ce qui se passe dans l'économie si l'État adopte une des politiques de relance. Alors, les politiques de relance sont en général de 3, mais on n'étudie que 2, première, deuxième année. La première politique de relance, c'est la politique, enfin, première, pas dans l'ordre, mais une des politiques de relance, c'est la politique budgétaire. Qui peut me dire ce que c'est la politique budgétaire? L'État? Oui, je t'en prie. Non, c'est pas faux, mais c'est pas comme ça. Il donne pas, parce que t'as pas tort, parce que ces derniers temps, la première fois qu'on voit dans le monde, dans l'histoire, l'État donne de l'argent. C'est vrai que ça s'est passé comme ça récemment, des cas qu'on n'étudiait jamais. Vous savez que Trump a envoyé des chèques aux gens aux États-Unis, non? Vous êtes au courant? Ça s'est jamais vu dans l'histoire. On n'a jamais donné de l'argent comme ça aux gens. Mais en général, quand on dit politique budgétaire, c'est quoi? Je t'en prie. Plus fort. Bon, c'est un exemple, mais je veux c'est un exemple, le plan Marshall, le plan Biden, le plan, l'autre, le plus célèbre, celui de la crise de 29, s'appelle comment? C'est pas faux hein, ce que tu dis, mais New Deal. Ce sont des exemples, mais je veux, en général, qu'est-ce que ça signifie? En général. Là, ce que vous venez de prendre, c'est des exemples précis qui sont justes. Hein. Je ne suis pas en train de te contredire. Oui? Et comment? Parce qu'on jette de l'argent, c'est pas clair. On prend quoi? Un arrosoir et on jette de l'argent. Il faut être plus clair que ça. C'est pas faux, hein? C'est parce que c'est des expressions qu'on dit. Oui? Non, c'est un exemple, mais dis-moi le principe. Je ne cherche pas un exemple pour que ce soit tout le temps clair. Oui? Non. Ben, c'est tout simplement, les politiques budgétaires, c'est l'État augmente son budget. Il dépense. L'État dépense de l'argent. C'est vrai que l'État, il a une entrée d'argent, c'est des taxes, et une sortie d'argent, c'est des dépenses publiques. Quand il augmente ses dépenses publiques, ça s'appelle une politique budgétaire. Maintenant, tout ce que vous avez dit, ce sont des exemples, ce ne sont pas une explication. D'accord? Vous dites, c'est un exemple. Marshall, c'est un exemple. Plan Biden, le récent, est un exemple. Envoyer de l'argent aux ménages comme Trump, c'est un exemple. Mais qu'est-ce que ça signifie plus généralement? La définition, c'est l'augmentation délibérée des dépenses de l'État. Le G dans les modèles. Vous vous rappelez le grand G? Grand G. Vous vous rappelez ce que c'était? C'est les dépenses publiques. C'est tout. Augmenter les dépenses publiques, ça veut dire que dépenser, l'État dépense plus que ses recettes, plus que les taxes. Ça veut dire enregistrer des déficits publics. Ça s'appelle une politique budgétaire. D'accord? Je répète ce que vous avez tous dit, votre camarade a dit injecter de l'argent, tout, c'est des expressions journalistiques, ça. C'est pas faux, mais c'est pas précis. C'est pas précis. Le terme précis, c'est l'État enregistre des déficits budgétaires, il dépense de l'argent. Il dépense plus qu'il ne reçoit, plus que ses recettes. C'est quoi? Construire des routes, construire des autoroutes, construire des hôpitaux, augmenter les salaires des publics, des fonctionnaires. Voilà, les dépenses publiques, tout simplement. Maintenant, vous allez trouver dedans, oui, il injecte de l'argent, mais il arrose, tout ça, c'est des expressions un peu des médias. Mais ça ne vous explique pas que concrètement, l'État enregistre des dépenses, il enregistre des déficits, dès qu'il adopte une politique de relance budgétaire.
Ça veut dire que ça passe à travers le budget de l'État. C'est pour ça que on est bon, c'est déjà il y a un mois et demi, la situation, le moment où on arrête la loi des finances. Vous vous rappelez ce que c'est la loi des finances? Ah, ça, c'est chaque année dans tous les pays du monde, c'est à peu près le mois d'octobre. Pour que le mois de janvier commence l'année suivante sur un plan, un budget qu'on a déjà tracé il y a un mois et demi ou deux. Et si on décide de faire plus de dépenses que l'année dernière, on dit que l'État a adopté une politique budgétaire. D'accord? Voilà. Maintenant, à travers quoi passe cette augmentation de dépenses publiques? Par quels moyens? Il y a plusieurs moyens. Les exemples que vous avez pris, ce sont des différents moyens. Mais en général, terme générique, on dit politique budgétaire, c'est augmenter les dépenses publiques de l'État. Ça, c'est la décision. Qui est-ce qui décide de ça? Et qui est-ce que gère ça? C'est l'État. Plus exactement, c'est le ministère des Finances. Bercy en France, on dirait, n'est-ce pas? Ça, c'est une politique. Deuxième politique, c'est la politique monétaire. Elle, c'est pas l'État, c'est la Banque centrale. Qui fait quoi? Qui augmente la quantité de monnaie dans l'économie. Et là, vous allez voir que ce que vous avez dit est un peu mélangé, parce que injecter, verser, distribuer, c'est pas clair, ça. Qui injecte? C'est l'État ou c'est la Banque centrale? Si c'est la Banque centrale qui lâche ou qui facilite l'octroi de crédit aux banques et les banques aux entreprises et ménages, on dit qu'on adopte une politique monétaire. Augmenter la quantité de monnaie qui circule dans une économie, c'est une politique monétaire. Ça n'a rien à voir avec le budget de l'État. Donc, deux politiques généralement qu'on distingue. C'est avec ça qu'on étudie comment fonctionne un modèle. C'est-à-dire qu'on suppose un budget plus grand. Qu'est-ce qui arrive? D'un autre côté, on suppose une quantité de monnaie plus grande réalisée par la Banque centrale, l'offre de monnaie par la Banque centrale. Qu'est-ce qui arrive? C'est comme ça qu'on fait tourner un modèle. On voit ce qui se passe. La troisième qu'on n'utilise pas souvent, c'est la politique fiscale. C'est simple, la politique fiscale. C'est quoi? Si on veut relancer l'économie, qu'est-ce qu'on peut faire de manière fiscale? Baisser les taxes. Baisser les taxes, ça veut dire que les gens, on leur en prend moins de leurs revenus ou les entreprises moins de leur profit. Comme ça, on leur laisse le temps de dépenser plus. Au lieu que ce soit l'État qui dépense plus, là, c'est les ménages et les entreprises, des privés, donc, vont dépenser plus. On l'espère du moins. Peut-être qu'on baisse les taxes et les gens gardent la monnaie dans le compte bancaire. C'est possible aussi. Hein? Mais on pense qu'en baissant les taxes, ça relance l'activité. Mais ce n'est pas une politique budgétaire. Bien que, parce que quand tu baisses les taxes, qu'est-ce que tu as fait? Tu as augmenté le déficit de l'État. Donc, ça passe par le budget. Mais indirectement, on dit que c'est une politique fiscale. Mais vous voyez que tout est imbriqué. Mais on distingue. Alors que normalement, ils sont inextricables. C'est mélangé tout ça. Il y a une manière scolaire ou théorique de distinguer les trois. Jamais les trois ne s'en retrouvent à l'état pur, que politique budgétaire, que politique monétaire, que politique fiscale. Mais c'est comme ça qu'on étudie un modèle. Donc, l'idée centrale de cette dernière partie de ce modèle néoclassique, c'est d'expliquer, selon les néoclassiques, que toutes ces politiques ne servent à rien. Contrairement à ce que vous savez déjà peut-être au lycée, et on parlera de Keynes. Chez Keynes, les politiques de relance, qu'elles soient monétaires, budgétaires ou fiscales, elles ont un effet positif chez Keynes.
Chez les néoclassiques, ils veulent expliquer que non, pas du tout. Ça n'a aucun effet. Peut-être un peu à court terme, mais c'est transitoire, ça ne dure pas. Au final, ça n'a pas d'effet. Ça n'apporte que des choses négatives, plutôt néfastes. C'est ça qu'il faut comprendre. Au cœur de cette explication de pourquoi les politiques de relance sont inutiles dans la logique néoclassique, au cœur de ce raisonnement, de cette argumentation, qui est toujours présente aujourd'hui chez les libéraux, les néoclassiques, il y a, bien sûr, comme la politique monétaire et la politique budgétaire. Vous voyez pourquoi on les distingue? Parce que la politique budgétaire, elle traite de la sphère réelle. Et la politique monétaire, elle traite de la sphère monétaire. Et donc, pourquoi la politique budgétaire serait inutile? C'est parce que, on va l'expliquer dans quelques instants, il y a un effet d'éviction. Ce qui est noté devant vous, là, l'effet d'éviction. Ils vont expliquer que le fait de faire plus de dépenses publiques par l'État, ça ne va pas se rajouter aux dépenses privées, mais ça va les remplacer. On dit que ça va les évincer. Et donc, ça ne fait que remplacer les dépenses privées au lieu de se rajouter aux dépenses privées. Et donc, au bout du compte, le total des dépenses de l'économie ne changera pas parce que le public a évincé une partie des dépenses privées. Il ne vient pas se rajouter à, mais remplacer une partie. Et donc, au bout du compte, la demande globale n'aura pas changé. On va essayer de voir comment ils expliquent ça. Maintenant, ça c'est pour la politique budgétaire. Pour la politique monétaire, comme ça traite de la sphère monétaire, eh bien, comme la monnaie est neutre, et on a expliqué la semaine dernière que l'augmentation de la quantité de monnaie, elle ne change rien dans la sphère réelle et dans la sphère monétaire, elle ne fait qu'augmenter les prix. Donc, au bout du compte, les deux politiques ne servent à rien, sont inutiles. Donc, c'est ça que je vais réexpliquer. Parce que, si vous voulez, je viens d'enregistrer une vidéo avec le groupe précédent, comme il n'y avait que 3 étudiants. Bon. Donc, je refais la vidéo. Certainement d'une autre façon, de tout à l'heure, mais vous pouvez les écouter toutes les deux pour avoir une idée finale de comment fonctionne le modèle néoclassique. Et vous aurez posté ce document-là devant vous. Il y a plus de choses que ce qui est nécessaire pour comprendre pourquoi les deux politiques sont inutiles, mais vous saurez picorer selon vos besoins. Donc, vous avez une première...
cassent les pieds avec leurs applaudissements, je vous jure. Ils m'énervent. Apprendre à applaudir dans une université, c'est pas possible. Au lieu d'apprendre à critiquer, ils apprennent à applaudir. Bon, tu vas bouger, toi. Voilà, si vous voulez, le résumé pour ce qui est de la politique monétaire. Regardez bien la diapo sur numéro 18. La diapo numéro 18, elle vous explique le schéma qui rend compte de l'effet de la politique monétaire. Alors, on représente d'abord l'économie de cette façon. Vous avez en abscisse le niveau du PIB réel. Le PIB, il est noté généralement dans mes documents Y en majuscule. Ça veut dire le PIB nominal. Et quand il est en minuscule, ça veut dire que c'est le PIB réel. Et en ordonnée, vous avez le niveau général des prix. Et d'après la logique néoclassique qu'on a expliquée la semaine dernière, le niveau du PIB réel, il est déterminé uniquement dans la sphère réelle. Il n'a rien à voir avec la demande et il n'a rien à voir avec la quantité de monnaie dans l'économie qui est définie dans la sphère monétaire. Donc, le PIB réel est une position sur l'axe des Y verticale, quel que soit le niveau général des prix dans la sphère monétaire. Ils n'ont pas, la dichotomie fait que Y, niveau de plein emploi, du PIB réel, est vertical. Ça veut dire qu'on a beau monter ou descendre le niveau des prix, le PIB réel reste le même. C'est la définition même de la neutralité de la monnaie et de la dichotomie de l'économie, dans la logique des néoclassiques. Donc, la verticale, elle représente le côté offre de l'économie. Ce qui est noté devant vous, c'est OGLT, l'offre globale de long terme de l'économie. Tout ça, c'est noté dans le document, les abréviations, c'est noté. Donc, la verticale, c'est l'offre globale de long terme de l'économie. Elle est déterminée dans la sphère réelle. Et puis, vous avez la demande de l'économie, qui est la demande globale. La demande globale, pour ou dans la logique néoclassique, qu'est-ce qui fait que on demande de plus ou moins? Vous avez bien compris que dans la logique néoclassique, la loi de Jean-Baptiste C, héritée de Jean-Baptiste C, dit que toute offre crée sa propre demande. Donc, la demande, elle va être égale à l'offre. D'accord? Mais sauf que son expression, elle va s'exprimer en monnaie. Donc, s'il y a plus de monnaie, il va y avoir une plus grande expression de la demande sous forme monétaire. Donc, qu'est-ce qui va déterminer la quantité de, qu'est-ce qui va déterminer la demande? C'est la quantité de monnaie. S'il y a beaucoup de monnaie, il va y avoir beaucoup de demandes. Donc, la quantité de monnaie ou la demande globale, elle est exprimée par cette hyperbole en rouge qui, lorsque la quantité de monnaie augmente, la demande se déplace vers le haut. Donc, quand la demande globale augmente, exprimée en termes de monnaie, parce qu'il y a eu plus de monnaie, que ce soit une offre de monnaie par la Banque centrale ou une monnaie qui vient de l'étranger,
eh bien, ça va s'exprimer par une augmentation de la demande globale, c'est-à-dire l'hyperbole qui remonte vers le haut et qui n'a d'effet que sur les prix. Et ça ne change pas du tout le niveau Y étoile, qui est le Y de plein emploi, PE. C'est-à-dire que quand on injecte plus de monnaie, ça ne fait pas plus d'emplois. Ça ne fait pas plus de PIB. Ça fait plus de PIB nominal exprimé en prix, et donc les prix augmentent, mais les mêmes quantités produites réellement. Donc, toute offre, toute demande globale exprimée avec plus de monnaie ne s'exprime que par une inflation supplémentaire. Ça, c'est la logique à la fois dichotomique, neutralité de la monnaie, parce que là, l'augmentation de la monnaie fait déplacer la demande vers le haut, ça augmente les prix, mais ça n'augmente pas les prix, ça ne change pas les prix relatifs de la sphère réelle. Donc, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, le rappel, dichotomie, neutralité, loi de Jean-Baptiste C et TQM, tout est exprimé là. Donc, la politique monétaire n'a aucun effet. Elle a un effet sur l'inflation, oui. Mais elle peut avoir un effet transitoire là-dessus. Ça peut déplacer un tout petit peu Y, mais ça revient très vite. Ça ne dure pas. C'est momentané. Il peut y avoir des effets de court terme, conjoncturels, mais qui ne durent pas. C'est transitoire. La nature reprend ses droits. D'ailleurs, le Y, il est appelé par Friedman le PIB naturel, que l'économie ne peut pas dépasser. Et si elle le dépasse, c'est momentané, transitoire, et elle revient. Et c'est ça qui explique le cycle chez les néoclassiques. On peut s'écarter de la tendance, parce que ce Y-là, c'est le Y de plein emploi, et on a dit que c'est tout ce qui est plein emploi et tendance, c'est exprimé par la croissance structurelle de l'économie. Et on peut gigoter autour, on peut monter et descendre, mais ça ne dure pas. Donc, ça explique tout, ça, ce schéma. Ça explique le cycle aussi, le cycle chez les néoclassiques. Donc, voilà pour ce qui est de la politique monétaire. Alors, pour ce qui est de la politique budgétaire, donc tout ça, ce que je viens de vous dire, c'est expliqué d'une autre façon dans la vidéo qui précède. Donc voilà, ça c'est pour résumer ce que je viens de dire. Et maintenant, quand on dit que ça n'a pas d'effet sur la sphère réelle, c'est expliqué par ce phénomène d'effet d'éviction. Et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer. C'est quoi cet effet d'éviction? En gros, c'est pour comprendre pourquoi, lorsque l'État fait des dépenses publiques, on est sorti de la politique monétaire. Hein. Là, on est dans les politiques budgétaires. On est sorti de la politique de tout à l'heure, politique monétaire. Là, on regarde les effets d'une politique budgétaire. L'État augmente ses dépenses publiques. Ça veut dire qu'il augmente G. Quand il augmente G sans augmenter T, s'il augmente G et T en même temps, de telle sorte que l'équilibre reste, il n'y a pas de politique budgétaire. On dit que c'est une politique budgétaire financée par des taxes. Ça veut dire que l'État dépense plus, il donne d'une main à l'économie, il prend de l'autre en augmentant les taxes. N'est-ce pas? Ce n'est pas ça qu'on étudie. On étudie le cas où l'État dépense plus et il enregistre un déficit, et qui n'est pas compensé par l'augmentation de taxes. C'est ça ce qu'on appelle une politique budgétaire. D'ailleurs, ça s'appelle une politique de déficit. L'État il fait exprès des déficits. Pourquoi? Dans l'espoir, d'après les keynésiens, dans l'espoir de relancer l'économie. D'accord? Dans la logique néoclassique, là, ça ne sert à rien. Ça ne relance rien du tout. Pourquoi?
Parce que les dépenses que fait l'État supplémentaires, ils ne font que prendre la place des dépenses privées. On dit qu'il fait une éviction des dépenses privées. Et au bout du compte, ben, c'est néfaste. D'abord, ça ne sert à rien. Et on va voir pourquoi c'est néfaste. Et même si ça a de l'effet, ce n'est que transitoire. Ça ne dure pas. Donc, tout ça, l'explication, la démonstration, elle part de qu'est-ce qui est écrit en rouge là-bas? S égale I plus G moins T. Ça vous rappelle quoi, cette relation? C'est la troisième équation fondamentale du circuit. C'est S moins I égale G moins T. Vous vous rappelez cette équation fondamentale du circuit? S moins I égale G moins T. Bon, on l'écrit un petit peu différemment, S égale I plus G moins T. C'est pour illustrer l'idée que si l'État décide d'augmenter G sans augmenter T, n'est-ce pas? Ça veut dire que G moins T va être positif. Donc, en fait, dépense dépasse T, G dépasse T, ça veut dire que l'État enregistre un déficit. En espérant, d'après la logique keynésienne, en espérant que l'État dépense plus, ça fait tourner la machine. Nous verrons, peut-être que vous l'avez vu au lycée, que oui, ça relance l'économie pour les keynésiens, mais pour les néoclassiques, non. Les dépenses supplémentaires de l'État ne font que prendre la place de dépenses privées. Pourquoi? Parce que dans cette logique, augmenter G signifie que cette relation ne reste valable que si, comme T ne varie pas, et que l'épargne est définie par ailleurs, l'épargne des ménages, l'épargne privée, est définie par ailleurs, T n'ayant pas changé, automatiquement, I doit baisser, si la relation doit rester valable. Donc, c'est ça qui explique l'éviction. S'il y a plus de dépenses, G du public, il va y avoir, si l'égalité reste valable, automatiquement baisse de l'investissement privé. C'est ça qui s'appelle l'éviction de l'investissement ou des dépenses privées par les dépenses publiques. Pour ça que je vous ai dit, les équations du circuit sont fondamentales dans les explications, que ce soit des keynésiens ou des classiques. Vous vous rappelez combien j'ai insisté sur ces équations? Parce qu'elles vont se retrouver dans tous les modèles après. Bon, vous n'allez pas en faire longtemps. Je vous ai fait grâce de toutes les mathématiques de la macroéconomie. Mais voilà, vous devez garder à l'esprit que ce sont des choses nécessaires. Alors, par la suite, ça n'explique pas tout, le fait que I diminue. Ça n'explique pas tout. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand les dépenses publiques augmentent, quand les dépenses publiques augmentent, regardez ce qu'on a, bien sûr dans la logique des néoclassiques. Dans la logique néoclassique, ce qu'on a, c'est S et I sont dans l'axe des abscisses.
et on a un marché des capitaux. Ça, c'est le marché des capitaux dans la logique néoclassique. C'est un marché dans lequel se rencontre l'épargne et l'investissement d'une économie. D'accord? L'épargne et l'investissement, ça, c'est l'épargne et l'investissement privé. N'est-ce pas? Mais si on rajoute à l'investissement privé l'investissement public et à l'épargne privée l'épargne publique, vous avez les éléments de l'équation, de la troisième équation fondamentale du circuit. Celle-là. S plus T, ça c'est l'épargne totale de l'économie. Égale G plus I. Ça, c'est l'investissement total de l'économie, c'est-à-dire privé et public. Quand on augmente G, si G augmente, ça veut dire qu'on aura un déplacement comme ceci des dépenses privées et publiques, des investissements privés et publics, et ça fait comme effet que le taux d'intérêt augmente. Le taux d'intérêt se déplace vers le haut. C'est l'augmentation du taux d'intérêt qui est noté ici. Qui implique une baisse de l'investissement, c'est-à-dire cette augmentation du taux d'intérêt implique une baisse de l'investissement privé. D'un côté, une baisse de l'investissement privé, et comme l'épargne aura augmenté, pourquoi l'épargne aura augmenté? Parce que cette équation ne se rétablit que parce que lorsque G augmente et I diminue, ben, il faut que S augmente, c'est-à-dire l'épargne privée va être plus importante que l'investissement privé qui a baissé. Et donc, si l'épargne privée augmente, ça veut dire que les gens consomment moins. Et donc, on aura au bout du compte à la fois baisse de l'investissement privé et baisse de la consommation privée qui sera équivalente à l'augmentation des dépenses publiques. Donc, au bout du compte, les dépenses publiques auront pris la place des dépenses privées, qu'elles soient investissement ou consommation. Ça, c'est le cœur de l'explication, on peut même dire idéologique, de pourquoi l'État ne doit pas intervenir. Donc, si vous voulez, c'est une explication qui est centrale dans la logique de l'économie libérale. Centrale. Ça a l'air d'être un nom comme ça, mais l'effet d'éviction, c'est la réponse des libéraux à toute envie d'intervenir de l'État dans l'économie. Il ne faut pas qu'il intervienne. Ça ne sert à rien. Donc, vous devez comprendre que ça, cette démonstration, elle est centrale dans la logique des néoclassiques et des libéraux. Si vous aviez retenu par le passé que l'État ne doit pas intervenir, ça ne suffit pas. L'État ne doit pas intervenir parce que si c'est une intervention de politique monétaire, vous avez vu, la TQM dit que ça ne sert à rien, ça n'amène que de l'inflation. Si c'est par des politiques budgétaires,
l'effet d'éviction dit que ça ne sert à rien, que ces dépenses prennent la place et non pas se rajoutent aux dépenses privées. Bien sûr, on va voir chez Keynes, non, au contraire. Au contraire, ça a de l'effet, ça relance, c'est bien, c'est bénéfique, etc. Donc, ça reste deux cathédrales qui ne se parlent pas. Donc, voilà, si vous voulez, ce que je voulais rajouter dans le modèle néoclassique. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à autre chose? Donc, avec cette démonstration de l'inefficacité des politiques, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, même la fiscale, c'est expliqué ici, mais je ne vais pas vous l'expliquer. Dans le document que je vais vous envoyer, celui-là, vous avez aussi une explication de l'inefficacité des politiques fiscales, c'est-à-dire augmenter ou baisser les taxes, ça ne sert à rien. Donc, en gros, si vous voulez, l'État n'a pas à agir sur le cycle. Voilà la politique fiscale, mais je ne vais pas la développer. Et ça me permet de revenir sur le cycle chez les néoclassiques. Ce qu'on vient de voir, ça permet de comprendre comment les néoclassiques voient le cycle grâce à ces idées-là. Parce que, après tout, le cycle, il est là. Ils ne peuvent pas le nier. Donc, en gros, si vous voulez, comme on a expliqué plusieurs fois, dans le cours du cycle cette fois et pas dans le cours des modèles néoclassiques ou autres, que voilà comment se présente un cycle. Voilà. Voilà, ça c'est un cycle. Donc, si vous voulez, le modèle néoclassique, c'est un modèle du long terme. Il explique, en gros, voilà, il explique cette tendance en rouge. C'est ce qu'on a appelé la tendance ou le potentiel de l'économie. Cette tendance ou potentiel de l'économie, c'est ce qui a été représenté il y a quelques instants. C'est ce qui a été représenté par ceci. Sortir en fait au début quand vous cliquez ça sort du menu et après il faut en fait faut taper deux fois. Comme ça? Non,
là où vous choisissez, Ouais. et après vous tapez 2 fois là où vous voulez dessiner. Putain, mais comment tu connais ça? En fait, il faut juste sortir du menu. Répète, il faut juste. Sortir du menu. Ah oui, quand je fais ça En fait, là, et je fais rien, je ne suis pas sorti du milieu. non, exact. Du coup, vous cliquez autre part pour sortir. Et... Ah oui, d'accord. Donc, il faut l'appliquer 2 fois. Donc, voilà le grec de long terme. Ce grec de long terme, là, que j'ai noté tout à l'heure, ceci, ben, c'est ce Y-là, en rouge. C'est ça qui est expliqué par le modèle néoclassique. Le modèle néoclassique explique la tendance de long terme. Mais c'est cette tendance-là qui est indépendante des politiques monétaires ou budgétaires, etc. Et que les variables de l'économie qui correspondent à cette tendance de long terme tracée en rouge, toutes ces variables s'appellent des niveaux naturels de l'économie. Le terme est dû à Friedman. Ça veut dire que c'est au terme de cet horizon de long terme que la monnaie est neutre, qui a un effet d'éviction, que les politiques de relance budgétaire monétaire sont inutiles, mais qu'à court terme, il peut y avoir des effets. Mais qui ne sont pas durables. C'est ça l'explication du cycle chez les néoclassiques. Il peut y avoir des chocs, que ce soit la politique voulue par l'État monétaire ou budgétaire ou fiscal. Ça peut faire varier l'économie, mais ça ne dure pas. Ça peut être des chocs qui ne viennent pas de l'État, ça peut être un pays voisin à côté qui a connu une guerre ou un problème qui fait qu'on lui exporte moins. Ça rejaillit sur notre économie, ça s'appelle un choc externe. Il peut y avoir n'importe quelle autre chose. Et ces chocs-là expliquent le cycle. Mais ça ne change pas l'allure de long terme, le potentiel de l'économie, qui lui est déterminé que par les capacités productives du pays. Car elle, son progrès technique, toutes ses ressources, physiques, humaines, connaissances. Et quand on a oh là là, c'est pas pratique. Hein. Donc, si vous avez bien compris ces idées de l'inefficacité des politiques, je reste sur le cycle dans ce modèle néoclassique pour expliquer une autre idée importante, et je vais finir avec ça, c'est que quand l'économie varie autour de la tendance, elle détermine tout ce qui est structurel, tout ce qui n'est pas conjoncturel. Et dans ce qui est structurel, vous avez les variables naturelles de l'économie. Le terme naturel, c'est, comme je vous ai dit, un terme néoclassique qui vient de monétarisme, plus exactement, de Friedman, et qui est adopté aussi par beaucoup de keynésiens, qui parlent de variables au lieu de naturel et disent non, c'est des variables d'équilibre. L'économie est en équilibre de long terme. Et donc, les variables qui correspondent à cette tendance ou d'équilibre de long terme, ça s'appelle des variables d'équilibre. On aura donc un chômage naturel pour les monétaristes qui est la même chose qu'un chômage de
d'équilibre pour les keynésiens. C'est la même chose. Et qu'au final, vous rappelez le schéma autour de la tendance, quand j'ai tracé ça tout à l'heure, je vais essayer de voir si la méthode d'Axel marche. Donc, ah, tu marches bien, mon chemin. Je te dis, tu es fort. Tu es fort, ce garçon. Je vais m'amuser à le faire. Non, mais ça marche. Ça fait des années que j'utilise ça. Il fallait que tu viennes, toi, pour m'apprendre ça. Donc, ce Y de plein emploi, que j'ai noté tout à l'heure, Y étoile, il est vertical parce qu'il ne dépend pas de la conjoncture, n'est-ce pas? Et dans le schéma du cycle, si je veux le tracer comme ça, comme je l'ai fait tout à l'heure, normalement, ça constitue ce qu'on a appelé dans le cours du cycle, ça s'appelle un écart inflationniste. Vous vous rappelez de ça? Non. Et ça s'appelle un écart déflationniste. Les Américains disent gap. Ils parlent de gap. Écart. Inflationary gap, deflationary gap. C'est-à-dire quand l'économie est en surchauffe, ça baisse le chômage. Et quand elle est en ralenti ou en récession, elle baisse, elle est en dessous de son potentiel, on dit qu'on a du chômage. Sauf que il y a 4 sortes de chômage. Je vais vous le faire noter de manière un peu précise. Il y a 4 sortes de chômage. C'est noté ici, ce n'est pas la peine que vous le notiez, c'est noté dans la diapo. Regardez bien. Regardez bien. Vous avez bien compris que la tendance, c'est le potentiel réel de l'économie. On dit que la structure de l'économie permet à cette économie de produire. Donc, toutes les variables qui correspondent à ce niveau-là du PIB sont des variables, on les appelle structurelles. N'est-ce pas? Ça veut dire que le PIB qui est là, c'est celui-là. Le potentiel de l'économie de plein emploi. D'accord? Et quand on dit plein emploi, regardez bien, parce que là, c'est pas que je vais aller vite, mais je n'aurai pas le temps de le répéter, si je vais passer au modèle keynésien à la suite. Ce plein emploi-là ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chômage. Faites bien attention. Donc, la logique de la macroéconomie, là, ce n'est pas que le classique, même chez les keynésiens. Plein emploi ne veut pas dire chômage égal zéro. Ça veut dire simplement qu'il y a un chômage il y a un chômage structurel. Un chômage structurel, c'est-à-dire un chômage que l'économie ne peut pas aller en dessous. Il y a un chômage qu'on appelle un chômage incompressible, chômage structurel. Les néoclassiques et les monétaristes l'appellent chômage naturel. Et les keynésiens l'appellent chômage d'équilibre. Et il est l'addition d'un chômage
frictionnel, je vais l'expliquer, d'un chômage saisonnier plus le chômage structurel. Donc, ça, c'est le chômage structurel, S majuscule, qui est celui qui est donné ici. Donc là, il y a Y plein emploi qui implique un chômage structurel. Et ce chômage-là, c'est le chômage frictionnel. Pourquoi frictionnel? Parce qu'il est conjoncturel, il dépend de la conjoncture. Et puis, il y a un chômage saisonnier qui est très négligeable, il ne concerne que des régions mais il y a toujours un chômage dû au fait qu'on passe d'une saison à l'autre. Par exemple, les périodes de vacances de ski ou les vacances d'été, vous avez un chômage là et le contraire de l'autre côté. Il y a toujours un volant de chômage qui est dû aux saisons. Agricole, touristique, intempéries, climatique, qui n'est pas le plus important. Donc, au bout du compte, si on additionne celui-là, et le structurel et le saisonnier, on a ce qu'on appelle le chômage naturel ou le chômage d'équilibre, qui est l'addition du chômage structurel, frictionnel et saisonnier. Donc voilà tout ce que je peux dire d'autre sur le modèle néoclassique. Donc on a à la fois une explication de l'inefficacité des politiques et en même temps une lecture du cycle chez les néoclassiques. Il faut effacer tout ça. Bon, je ne vais pas l'effacer. OK, donc voilà, c'est tout ce que je voulais faire sur le modèle néoclassique, c'est tout. OK, je vais passer donc au modèle keynésien maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Bon, je vais arrêter cette vidéo pour passer au modèle keynésien.